La légende raconte que Shiram, le bon roi des Indes, a rendu au fil de l'épée son pays riche, prospère et respecté, et que maintenant le bon vieux roi n'a plus rien à faire, il s'ennuie. Alors, pour le guérir de sa mélancolie, son ministre, qui s'appelle Sessa, a l'idée d'inventer un jeu qui permette de simuler la guerre, le jeu des échecs. Et le miracle se produit. Le roi se passionne pour les échecs et retrouve sa joie de vivre. Alors pour remercier son ministre, il lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Alors Sessa répond « Je veux 1 grain de blé pour la première case de l'échiquier, puis 2 grains pour la deuxième, puis 4 pour la troisième, puis 8 pour la quatrième, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grains de blé sur chaque case jusqu'à la 64e et dernière. » Le roi s'étonne, mais bon, il fait venir ses comptables, et les comptables commencent à compter. 1, plus 2, plus 4. Au début, tout va bien, c'est l'affaire de quelques sacs. Et puis, au bout de quelques cases, on parle plutôt en grenier à blé complet. Et vient le moment où les comptables réalisent que le nombre de grains à rassembler est si grand que jamais on ne pourra en rassembler assez, même si la terre entière était ensemencée de blé. De l'Orient à l'Occident et du Midi au Septentrion, même après des siècles de récolte. Dans un manuscrit persan du XIVe siècle qui raconte une des versions de cette légende, le roi s'incline devant son ministre et lui cède le trône. Ce à quoi Sessa répond « J'ai gagné ton estime, cela vaut plus que tous les trésors, nous sommes quittes. » Il y a énormément de choses à dire sur cette légende, sur tout un tas de sujets, notamment le fait que, depuis au moins un millénaire qu'on la raconte, la façon dont on la dit des choses sur la façon dont nous voyons le monde. Au début, pendant un certain temps, ces histoires de grains qui doublaient sur l'échiquier, on trouvait ça plutôt bien. C'était une sorte de promesse d'abondance, notamment agricole. Et puis les choses ont commencé à changer à la toute fin du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion de Thomas Malthus, qui est l'auteur en 1798 d'un ouvrage qui s'appelle « Essai sur le principe de population », où il explique que la démographie humaine, selon lui, est systématiquement galopante et finit toujours par créer des problèmes de famine et de surpopulation. Et pour justifier, pour expliquer, pour illustrer cette démographie galopante humaine, il utilise dès le début de son essai, dès le premier chapitre, une illustration mathématique faite de cette suite 1, 2, 4, 8, etc. C'est la même suite que celle des grains sur l'échiquier. Malthus a eu et a encore beaucoup d'héritiers spirituels. Et notamment pour parler de cette surpopulation, mais aussi de ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir. Selon Malthus, la solution, c'est de laisser crever les pauvres dans leur misère, tout simplement. Parce que ce sont les pauvres qui sont mal éduqués, ce sont les pauvres qui font des enfants, encore des enfants, et qui nous étouffent. Alors à chaque fois qu'on les aide, ils continuent à nous étouffer. Les héritiers de Malthus proposent un peu le même genre de solution, même s'ils le disent autrement, et des solutions qui s'expriment de façon un peu détournée, mais toujours aussi équivoque. Vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il est question de dire qu'il y a trop de monde sur la Terre, c'est toujours vers l'Afrique qu'on se tourne. Et il est très rare qu'on se dise, mais tiens, c'est une musique un petit peu dérangeante. Pourquoi on ne dit pas ça, que c'est dérangeant pour des raisons assez évidentes? L'une des raisons tient à la façon dont nous racontons aujourd'hui la légende des grains sur l'échiquier, ou toute autre légende, toute autre histoire, tout autre récit du même genre qui met en scène la croissance exponentielle ou la croissance géométrique. Ce seront 2 termes synonymes pour nous, c'est-à-dire où les grains se multiplient. La façon dont on raconte cette histoire aujourd'hui relève de ce qu'on peut appeler la mystique de l'exponentiel. On commence par vous raconter cette histoire, le roi des Indes, etc., et puis on vous humilie. C'est la première étape. On vous demande combien ça va faire de grains en tout. Ah, allez-y, proposez quelque chose. 1 million, 10 millions, vous dites 100 millions. Vous êtes loin du compte. C'est beaucoup plus. Qu'est-ce que vous êtes nuls. Ensuite, on sidère,
on vous sidère, c'est-à-dire qu'on vous donne le nombre de grains total que ça fait, sans vous dire évidemment comment on l'a trouvé, et on insiste pour dire que c'est un nombre immense, et ça vous fige. Et enfin, on sacralise, c'est-à-dire qu'on vous fait bien comprendre que tout ça, ça vous dépasse. C'est trop fort pour vous, vous n'y arriverez pas. Donc les grands nombres, n'essayez pas de comprendre. Au fond, vous êtes trop petits devant eux. Et donc, on apprend, d'une certaine façon, à craindre les grands nombres et à craindre l'exponentiel. Et avec la crainte viennent les peurs irrationnelles et avec elles parfois les idées dont on ne se rend même pas compte qu'elles sont mauvaises. Alors, pour surmonter sa peur, une technique bien connue, bien ancienne, est celle qu'on appelle de l'exposition. Vous avez peur des araignées? Eh bien, regardez une araignée, regardez une photo, approchez-vous petit à petit, essayez d'apprivoiser l'objet de votre peur. On devrait faire pareil avec les grands nombres. Apprivoiser les grands nombres pour se souvenir qu'on peut les manier. Et la légende des grains donne une très bonne occasion de le faire. Alors on va le faire ensemble. On va compter combien il y a de grains sur l'échiquier. Et comme il s'agit de s'exposer, on ne va pas prendre de calculatrice, ni même de feuilles ou de crayons. On va le faire entièrement de tête. C'est une soirée sur le courage. Alors j'espère que vous n'aurez pas peur d'un petit cours de maths. Allons-y. Tout d'abord, on va écrire le nombre de grains sur chaque case. Alors au début, c'est assez facile. 1 grain sur la première, puis 2 sur la deuxième, et ensuite on double à chaque fois. Donc sur la case suivante, c'est 2 fois 2, ce qui fait 4. Très bien. Ensuite, on multiplie à nouveau. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, 32. Fois 2, 64. C'est bien. Fois 2, 128. Fois 2, 256, vous la connaissez bien, fois 2 encore, 512, fois 2, 1024. Voilà, on a fini. On a fini le plus difficile de tous nos calculs. Maintenant, on va plutôt raisonner, parce qu'on ne va pas continuer comme ça à multiplier par 2, rassurez-vous. Pour écrire la suite, on va utiliser la notation exponentielle. Alors, sur la case suivante, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, 11 fois le facteur 2, on l'écrit 2 puissance 11. Puis sur la case suivante, on aura un facteur 2 supplémentaire, ça fera 2 puissance 12, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, la 64e case, sur laquelle on écrira donc 2 puissance 63. Je l'ai entendu, très bien. Pas 64, il y a un petit décalage. 2 puissance 11, c'est pour la 12e case. 2 puissance 12 pour la 13e case. Il y a un petit décalage. Et donc maintenant, on doit faire la somme de tous les nombres qui sont écrits ici. Alors pour le faire, on va prendre un échiquier plus petit. On va regarder ce qui se passe uniquement pour 3 cases. 1 plus 2 plus 4. Ça fait 7, c'est très facile à voir. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que 7, c'est 8 moins 1. Ou 8, c'est le nombre de grains sur la case suivante. Pareil, si je prends les 4 premières cases, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15, c'est 16 moins 1. Est-ce que ça continue? La réponse est oui. Alors on peut le constater comme ça, mais on peut aussi le démontrer. Alors on peut illustrer la démonstration à l'aide du cas suivant. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Et 1 plus 2 plus 4 plus 8, on vient de voir à l'étape précédente que c'était 16 moins 1. Donc 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est 16 moins 1 plus 16. Autrement dit, 2 fois 16 moins 1. Et 2 fois 16, c'est le double du nombre de grains sur la case où il y en a 16. C'est 2 puissance 5. Et donc, on a bien démontré, plutôt que vérifié, que le nombre de grains, enfin, la somme des grains sur les premières cases, est bien donnée par le nombre de grains sur la case suivante à 1 grain près. Le raisonnement se propagerait de case en case, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à la 64e case, où quand on sommera tous ces grains, eh bien, on aura le nombre de grains sur l'hypothétique 65e case, qui aurait 2 puissance 64 grains. D'où le total qui nous intéresse, 2 puissance 64 moins 1. Voilà le nombre de grains, voilà une expression du nombre total de grains sur l'échiquier. On a déjà pas mal avancé parce qu'on a une expression assez ramassée, assez compacte, assez mathématisée. C'est intéressant, mais ça reste encore un peu abstrait. Est-ce que 2 puissance 64 moins 1, c'est un grand nombre? Ou est-ce que c'est un très grand nombre? Ou est-ce que c'est un très très grand nombre? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, eh bien, il faut travailler encore un petit peu.
2 puissance 64, voilà l'expression que ça donne. 6 rangées de 10, une rangée de 4. La première rangée de 10, on l'a déjà calculée. Ça faisait 1024, vous vous souvenez? Ensuite, eh bien, la deuxième ligne vaudra elle aussi 1024, la troisième série, la quatrième série, et ainsi de suite. Et la dernière, 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16. Donc voilà une façon plus compacte d'écrire 2 puissance 64. Là, si on essaye de le faire de tête, ça va commencer à devenir compliqué. On se souvient alors que ce qui nous intéresse, ça n'est pas d'avoir une valeur exacte, mais une valeur approchée. On veut savoir en gros combien il y a de grains, dans quelle mesure le nombre est grand. Et donc, on va faire l'hypothèse, on va faire l'approximation que 1024, ça n'est pas très différent de 1000. Et donc, 2 puissance 64 n'est pas très différent de 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 fois 16. Et ça, on sait le faire de tête. C'est très facile. 1000 fois 1000, 1 million. Fois 1000, 1 milliard. Fois 1000, 1000 milliards, 2000 sabords, dirait le capitaine Haddock. Dans l'échelle longue de numération, qui est celle qu'on utilise en français, c'est 1 billion. Fois 1000, 1 billiard. Fois 1000, 1 trillion. Fois 16, 16 trillions. Et voilà. 1, 6, 18 des zéros derrière. On a tout ce qu'on peut vouloir savoir sur le nombre, et on a travaillé entièrement de tête. Oh, si vous voulez la vraie valeur, je peux vous la donner. On sait la calculer. 18 trillions, 446 milliards, 744 billions, 73 milliards, 709 millions, 551 616. Ça vous impressionne peut-être. Ça me fait plaisir d'être applaudi, mais en vrai, ça n'est pas un témoignage de grande intelligence d'aligner des chiffres comme ça. Vous voyez bien que ça n'est pas si différent, 16 trillions ou un peu plus de 18 trillions. C'est un gros effort de calculer ces 18 trillions et quelques, alors qu'il n'y a pratiquement rien à faire pour nos 16 trillions. Le fait qu'il n'y ait rien à faire, ça veut dire que, eh bien, on peut avoir accès au grand nombre avec un petit peu de raisonnement. Ça n'est pas mystique, ça ne nous échappe pas. Alors, bien sûr, ça vous a peut-être paru un peu rapide. J'en ai bien conscience, si vous êtes un peu loin des mathématiques, il y a peut-être quelques points qui sont allés trop vite. C'est peut-être aussi le cas si vous avez eu peur, si vous vous êtes dit au début, là, ça va être des maths, oh, là, c'est pas pour moi. Là, oui. Mais sinon, en réalité, il n'y a rien de vraiment difficile. Et donc, il n'y a pas lieu de faire des grands nombres une mystique. Une fois qu'on a compris ça, on peut regarder les choses d'une façon un petit peu différente sur certains points. Par exemple, voici une publication scientifique qui a été faite en 2007 par James Hansen. James Hansen, c'est un scientifique américain, un membre de l'Académie américaine des sciences, quelqu'un de très reconnu, et qui est notamment connu pour avoir été celui qui a lancé à l'échelle politique et médiatique la peur du réchauffement climatique d'origine humaine, avec son cortège de catastrophes et de cataclysmes qui nous attendent, notamment la hausse du niveau marin. Donc, dans cette publication scientifique de 2007, Hansen nous annonce que la mer va monter de 5 mètres d'ici la fin du siècle. 5 mètres. Alors ça, c'est sidérant. Ça, c'est un nombre sidérant. Comment arrive-t-il à 5 mètres? Eh bien, il nous dit ceci. Disons que la contribution de la calotte glaciaire est de 1 cm pour la décennie 2005-2015 et qu'elle double chaque décennie. Cela produit une hausse du niveau des mers de l'ordre de 5 mètres pour ce siècle. Alors, une fois qu'on n'est plus sidéré, eh bien, on peut regarder comment il fait. Et comme il fait, c'est simplement qu'il a vu 1 centimètre sur la première décennie de son échiquier et il a consciencieusement doublé sur chaque case suivante jusqu'à la fin du siècle. Alors, comme on a vu, pour faire la somme ensuite, on regarde la case suivante, on retranche 1 et on obtient 511 cm. Voilà les 5 mètres. Évidemment, la question qui se pose, une fois qu'on a cessé d'être victime de la mystique, qu'on n'est pas sidéré par la grandeur du nombre, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment comme ça que la mer va monter? Est-ce que ce modèle simple représente la réalité? Alors, si ça peut vous rassurer, la réponse est non, puisque aujourd'hui, les scénarios les plus pessimistes ne dépassent pas une 60aine de centimètres, ce qui est quand même beaucoup plus loin que l'apocalypse. Celui qui a compris ça le premier, c'est Karl Marx. Cette histoire de mystique de l'exponentielle, répondant à un auteur anglais de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelait Richard Price. Price avait écrit ceci: un penny, 1 centime, placé lors de la naissance de notre Sauveur, Jésus, à 5% d'intérêt composé, aurait, avant notre époque, cru jusqu'à atteindre une somme plus grande que celle qui serait contenue dans 200 millions de fois tout l'or de la terre.
À nouveau, c'est sidérant, c'est magnifique. Fondamentalement, les intérêts composés, ça marche comme les grains, ça se multiplie un petit peu de la même façon. Réponse de Karl Marx. Les élucubrations fantaisistes du docteur Price dépassent de loin celles des alchimistes. Price a simplement été ébloui par la grandeur des nombres auxquels conduisent les progressions géométriques. En 2 phrases, il a tout dit. C'est intéressant d'ailleurs qu'il fasse allusion à l'alchimie, qui, du point de vue historique, est effectivement une mystique dangereuse, qui peut avoir de terribles conséquences qu'on ne mesure pas très bien. Comme on a été rejoint par ça dans l'actualité, samedi dernier, avec l'attentat qui s'est produit à Buffalo, qui a été commis par un certain Peyton Gendron. Ce n'était pas de lui dont j'avais l'intention de vous parler, mais plutôt de celui dont il s'est inspiré, qui est Brenton Tarrant, qui est celui qui a commis l'attentat en Nouvelle-Zélande en 2019, où il a assassiné à l'arme automatique une 50aine de musulmans qui avaient le tort d'être des musulmans. Et Tarrant a laissé un manifeste pour expliquer pourquoi il a fait ça. Et l'essentiel est contenu dans le tout début. Il nous dit ceci, on le traduit en français, c'est le taux de natalité, c'est le taux de natalité, c'est le taux de natalité. C'est tous ces musulmans qui se reproduisent plus vite que nous autres et qui vont nous engloutir. Alors, John a repris à peu près la même chose, sous des modalités un peu différentes, mais l'esprit est à peu près le même. Et donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, sûrement, sur le psychisme de Tarrant et de Gendron, mais un aspect du diagnostic, je pense, est celui qui est posé par Karl Marx. Ils sont éblouis par la grandeur des nombres auxquels conduisent les progressions géométriques, et ils en ont peur. Cette peur est une peur d'aujourd'hui. Ce n'est pas la survivance de vieilles superstitions qui, à l'heure de l'ordinateur, vont finir par disparaître. Pas du tout. Au contraire, on a des textes de l'Antiquité qui nous disent le contraire. Par exemple, une biographie du Bouddha qui nous ramène en Inde, qui est en quelque sorte le pays des grands nombres, en plus d'être le pays du bon roi Shiram, où on voit le Bouddha faire un calcul un petit peu équivalent à celui des grains sur l'échiquier. Et on voit la foule qui l'applaudit. Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est que la foule applaudit non pas le mystère des grands nombres, mais la capacité à calculer avec eux. Alors la prochaine fois qu'on essaye de vous impressionner avec la mystérieuse exponentielle et ces courbes qui montent à l'infini, vous pourrez penser à ce que faisait Bouddha, c'est-à-dire qu'il commençait à faire le calcul sans avoir peur. Et ensuite, songez à Karl Marx et au fait qu'il est important de ne pas se laisser éblouir inconsidérément. Une fois qu'on se débarrasse de la peur irrationnelle des grands nombres et aussi de la naïveté à leur sujet, eh bien on peut commencer à y réfléchir vraiment. Merci.